Everybody's on steroids. Cette phrase signée Nate Diaz n'est pas juste une provocation, c'est une bombe. Balancée en pleine conférence de presse, sans filtre, sans détour. Et ce n'était pas un bluff, parce que dans les vestiaires, dans les cages, dans les salles reculées de Thaïlande ou d'Albuquerque, tout le monde sait. C'est un secret de polichinelle, les fans ferment les yeux, les instances font semblant, et les combattants, eux, encaissent. Derrière chaque chaos spectaculaire, chaque transformation physique improbable, chaque montée en catégorie express, il y a une question qu'on évite tous de se poser. Et si ce n'était pas naturel ? Dans un sport où le corps est une arme, où chaque centimètre, chaque gramme, chaque seconde compte, le dopage n'est pas une anomalie. C'est une stratégie, parfois assumée, souvent dissimulée. Toujours alimentée par un système qui exige l'impossible. Mais alors, pourquoi faire semblant ? Pourquoi pointer du doigt certains quand d'autres passent à travers les mailles ? Et surtout, est-ce que le dopage est vraiment la triche qu'on croit ? Bienvenue dans Arrêt Violence, ici on dissèque le combat, mais surtout on raconte ce qu'il y a derrière les coups. Et aujourd'hui on plonge dans un sujet tabou, un sujet sale, un sujet vital, le dopage dans les sports de combat, entre ignorance, hypocrisie et nécessité. Retour en 1993, l'UFC débarque avec une promesse aussi brute que folle. No rules. Pas de catégorie, pas de gants, pas de juge. Un tournoi, des combats à l'ancienne, et surtout, pas de contrôle antidopage. Les premiers événements ressemblent à des bagarres d'arène. Un lutteur sumo affronte un kickboxer, un maître de karaté se fait étouffer par un grappleur brésilien inconnu Reis Gracie. Le public est choqué et fasciné. Le spectacle est là, les chaos s'enchaînent, les corps s'effondrent. Mais les sponsors fuient, les politiques menacent, les critiques hurlent. Alors l'UFC structure, on impose des gants, des rounds, des catégories. Et plus tard, des tests. Mais dans l'ombre, un autre combat se joue. Le dopage, légal ou toléré, devient un outil d'optimisation. En 2013, on autorise même la TRT, Testosterone Replacement Therapy. Un médecin t'injecte de la testo sous ordonnance et c'est validé. Don Anderson, Chael Sonnen, Victor Belfort en profitent. Surtout Belfort, surnommé TRT Victor, il revient transformé, musclé, affûté, destructeur. Il passe Rockhold au hachoir, puis envoie Michael Bisping dans le noir, littéralement. Un high kick, une rétine déchirée, une carrière compromise. Et tout ça était autorisé. Mais ce n'est pas juste l'UFC. Au Japon, le Pride FC pousse le concept encore plus loin. Les contraintes précises, noir sur blanc. Aucun test antidopage ne sera effectué. Le dopage à l'époque, c'est juste un outil. Comme un coach, comme une diète. Et tant que le spectacle est là, personne ne pose de questions. Le cliché, c'est de croire que les combattants se dopent pour être plus massifs, pour ressembler à un super-héros Marvel. Mais la vérité est plus sombre, et plus triste. La raison principale, c'est la récupération. Imagine-toi, tu t'entraînes 3 fois par jour, sparring dur le matin, lutte à midi, muscu ou cardio le soir, tu dors mal, tu coupes le poids, tu vis avec des micro-blessures constantes. Et malgré ça, tu dois revenir le lendemain, encore plus fort. Sans aide extérieure, c'est inhumain. Alors certains cherchent une béquille, pas pour tricher, mais pour tenir debout. Un stéroïde pour soulager les tendons, un peptide pour accélérer la guérison, un EPO pour pousser encore 5 rounds en sparring. Dans ce contexte, le dopage est une stratégie de survie. Parce que le combattant qui récupère mieux s'entraîne plus. Celui qui s'entraîne plus progresse plus, et celui qui progresse plus gagne. Dans un sport où la moindre blessure peut te faire rater ton opportunité, le moindre jour off peut ruiner ta carrière, la tentation n'est pas un luxe, c'est une fatalité. Les produits les plus utilisés en MMA sont divers. Voici une boîte à outils que beaucoup de combattants utilisent dans l'ombre. La testostérone, avec la base de nombreux protocoles, elle augmente la force, la libido, la confiance et la récupération. La nandrolone, avec des stéroïdes prises par des lutteurs, renforce les tendons, soulage les douleurs articulaires, très utilisée chez les vétérans. La clenbutérol, coupe fin et brûleur de graisse, permet de sécher tout en gardant sa masse, fréquent avant les pesées. Le SARMS, les peptides, alternative plus discrète aux stéroïdes, moins détectable, plus facile à se procurer, très populaire chez les jeunes combattants. Les EPO, utilisés à la base dans le cyclisme, bouclent la production de globules rouges, améliorent l'endurance. Les HGH, qui régénèrent les tissus, renforcent les os, ralentissent le vieillissement fréquent chez les athlètes vieillissants ou blessés. Les diurétiques permettant de perdre à 5 à 7 kg en 48 heures, très utilisés pour faire le poids, mais dangereux, surtout très dangereux. Le pire est que certains combattants combinent plusieurs substances. Un stack classique peut inclure testostérone plus clenbutérol plus HGH. Et parfois on ajoute des stimulants, des antidépresseurs, en clair, une pharmacie mobile. Et si le dopage est si efficace, pourquoi ne pas l'autoriser ? Parce que le prix à long terme est catastrophique. Tout d'abord, il y a des tendons qui lâchent, le foie et les reins qui sont surchargés, un AVC précoce, des cancers, une dépression post-cycle, une perte totale de libido et une stérilité irréversible. Et surtout, des dégâts psychologiques profonds. Certains combattants deviennent dépendants, pas juste aux produits, mais à l'image d'eux-mêmes dopés. Ils ne peuvent plus s'entraîner sans, ils ne peuvent plus se regarder dans la glace. À 30 ans, ils sont lessivés, à 35, ils sont finis, et à 40, certains ne sont plus là.
Des suicides, des overdoses, des silences. Le dopage n'est pas un miracle, c'est une course contre ton propre corps, et parfois, la ligne d'arrivée, c'est le vide. On veut croire que les contrôles fonctionnent et que les sports sont totalement clean, que les tricheurs sont pris, que les tricheurs sont punis. Mais en réalité, le dopage a toujours un coup d'avance. Les combattants utilisent des stratégies millimétrées, avec les microdoses, des quantités tellement petites qu'elles disparaissent du système en 24 à 48 heures, juste assez pour booster la performance sans se faire attraper. Des produits en radar, avec des molécules nouvelles, pas encore listées, pas encore détectables, certains laboratoires privés les synthétisent sur commande. Le timing, on se dope puis on arrête juste à temps pour nettoyer le corps avant les tests, un art du calendrier. Certains camps d'entraînement sont programmés en fonction du temps d'élimination des substances. Les failles géographiques, certains pays, certaines régions, aucun contrôle hors compétition. Thaïlande, Russie, Brésil profond, les camps s'y déroulent en toute liberté. Prenons le cas de TJ Dillashaw, testé positif à l'EPO. Pourquoi ce produit? Parce qu'il savait que ce n'était pas testé de façon systématique. Alors voilà la réalité, ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'anticipation, et dans ce jeu, certains sont des maîtres. Il est cependant important de nuancer avec le dopage involontaire. Tous les dopés ne sont pas des tricheurs. Parfois, c'est un détail, un oubli, une erreur. Et la sanction tombe. Imagine, tu prends un sirop contre la toux, recommandé par ton pharmacien. Tu ne lis pas l'étiquette, il contient un bêta-agoniste interdit, test positif, ou encore tu souffres du dos. Ton kiné t'injecte un anti-inflammatoire, tu ne poses pas de questions, mais cette molécule, elle est sur liste noire. Résultat, suspension, dossier public, réputation entachée. Dans le code mondial antidopage, il y a une règle. La responsabilité est stricte, si une substance interdite est retrouvée dans ton corps, tu es 100% responsable. Même si tu l'as prise par erreur, même si tu n'en connaissais pas l'existence, aucune excuse. Des dizaines de jeunes combattants ont vu leur carrière freinée, voire détruite à cause d'un simple complément contaminé ou d'un flacon mal rangé. Parce que dans ce système, l'ignorance coûte aussi cher que la triche. Tous les combattants prennent des compléments. Protéines, BCAA, pré-workout, zinc, créatine, oméga 3. Mais ce que peu savent, c'est que l'industrie du complément est une jungle. Dans la plupart des pays, ces produits ne sont pas soumis au même contrôle que les médicaments. Pas de test qualité systématique, pas d'obligation de pureté, résultat tu peux acheter une whey en salle de sport et y retrouver des traces de stéroïdes anabolisants. Et ce n'est pas une exception, une étude de 2018 a révélé que plus de 10% des compléments testés contiennent des substances interdites. Souvent c'est volontaire, des fabricants ajoutent des stimulants illégaux pour rendre le produit plus efficace, mais sans l'écrire sur l'étiquette, et encore une fois, qui trinque? Toi. Des plateformes existent pour vérifier les produits sûrs, Informed Sport, Global DRO, Supplément 411. Mais combien de combattants les connaissent? Combien les utilisent vraiment? Et le pire, certaines marques jouent sur la frontière. Elles lancent un nouveau booster tous les 6 mois, le temps que les autorités réagissent. Les dégâts sont faits, l'éducation manque, la transparence aussi. Et pendant ce temps, les sanctions continuent de tomber. L'antidopage, au final, est une façade pour le public. Car l'UFC signe par exemple avec l'USADA, un tournant historique, des tests 365 jours par an, résultat rendu public, une image, celle du sport propre. Mais rapidement, des incohérences apparaissent. Certains combattants sont testés 14 fois en 6 mois, d'autres 0. Certains sont suspendus pour des traces microscopiques, d'autres jamais inquiétés. Et surtout, des stars semblent bénéficier des traitements de faveur. Comment ne pas parler de l'exemple de Conor McGregor après sa blessure? Quand l'USADA ralentit le retour de Conor McGregor après sa blessure, l'UFC met fin au contrat, et crée son propre système de contrôle via un organisme privé. Un organisme payé par l'UFC. Autrement dit, l'organisateur devient le gendarme. Ce qui nous emmène à nous demander, peut-on vraiment parler de neutralité quand une détection positive peut faire perdre un main event à 10 millions? Qui décide? Qui ose suspendre une superstar derrière l'image de sport clean? Il y a une réalité plus floue, plus politique, plus économique, et ce flou-là arrange bien du monde. En conclusion, on célèbre les KO, les guerres de 3 rounds, les comebacks impossibles, mais on oublie que ce sport brûle les soldats. Le MMA moderne exige l'extrême. Toujours plus de cuts, toujours plus d'intensité, toujours plus de performance. Et pour tenir ce rythme, certains trichent, d'autres survivent. Et beaucoup n'ont juste pas le choix. Le dopage n'est pas un bug, c'est un symptôme. Symptôme d'un système qui en demande trop, qui récompense la surperformance et qui ferme les yeux tant que le spectacle continue. Alors oui, certains abusent, mais beaucoup sont pris dans une spirale qui ne contrôle plus. Si on veut parler d'éthique, il faudra d'abord parler du système, de ce qu'on attend des combattants, de ce qu'on leur fait croire, de ce qu'on les pousse à faire en silence. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a appris quelque chose, fait réfléchir ou simplement montrer une autre phase de sport, abonnez-vous, likez, partagez. C'était Art et Violence, et tant qu'il y aura des corps qui se battent, je serai là pour raconter ce qu'il y a derrière les coups.